Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Technique Auto. Aujourd'hui, pour cette nouvelle revue automobile, je vous présente la Mercedes C32 AMG. Alors cette voiture, on va en faire le tour aujourd'hui comme d'habitude. On va la détailler, regarder ses particularités, on va la situer dans le temps. Et donc pour commencer la revue, je peux vous dire déjà que c'est une voiture qui date pour celle-ci de 2001, que c'est un modèle qui est sorti en 2001 et qui a été vendu jusqu'en 2003, que c'est une voiture qui remplace la classe C précédente qui était en déclinaison AMG en C36 puis en C43 AMG, que la C36 avait un 6 en ligne et qu'ensuite ils l'ont remplacé donc par un V8 dans la C43 et que celle-ci pour la première fois elle possède un V6. Alors pourquoi un V6? Essentiellement pour des raisons de crash test à l'époque, puisqu'un 6 cylindres en ligne c'est un moteur qui est long. Donc en cas de crash test, les cotes incompressibles, les cotes qui s'empilent lors du choc sont vraiment moins favorables pour un moteur qui est tout en longueur comme un 6 cylindres. Donc plusieurs constructeurs à l'époque avaient communiqué et avaient dit nous ne ferons plus de 6 cylindres en ligne, notamment Mercedes. Et le seul à ma connaissance à avoir conservé cette architecture, c'est BMW. Et donc là ici on passe au V6. En 2001 et la particularité par rapport à la C36 d'avant, c'est que ce V6 est compressé. Donc il délivre ici 354 chevaux, donc c'est pas rien. C'est une voiture qui est très discrète. Regardez comme elle est belle, regardez comme elle est racée. Regardez comme les touches de sportivité sont vraiment distillées de manière très subtile. Ça en fait vraiment une belle auto. Ici en plus elle est toute propre, elle brille de mille feux, elle n'a pas vraiment de défaut sur la carrosserie, elle est vraiment belle. Alors esthétiquement, extérieurement, ce qui la différencie d'une classe C, on va dire normale, non AMG, AMG étant la version sport du constructeur à l'étoile comme chacun le sait, ce sont quelques touches subtiles. Alors on peut commencer par ici puisqu'en fait on est à l'arrière. Donc on a ces échappements, ces deux doubles sorties qui sont logotées AMG, chacune. Alors par rapport à la voiture qu'elle remplace, il n'y a rien d'autre à signaler. C'était aussi des échappements assez discrets comme ça, sauf qu'ils étaient carrés sur la C36. Ici ils deviennent ovales. Et sur la version suivante, donc la C55 AMG qui passe au V8, on a deux grosses sorties d'échappement de chaque côté, deux doubles sorties, ça fait 4 pots d'échappement, c'est carrément pas discret. Sur celle-ci, en fait, on a un échappement très très sobre. Il n'y paraît rien. Quelqu'un qui n'est pas très 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 amateur d'automobile n'y verra rien de spécialement décalé par rapport à une version CDI, une version diesel. Alors le pare-choc arrière est spécifique également. Il a une note un peu de sportivité et on a ici ce renflement en fait qui est caractéristique, qui singe un petit peu un spoiler à l'arrière. On a également des jupes latérales ici qui sont spécifiques avec un gauchissement qu'on retrouve un peu sur les ce qui se faisait dans le temps sur les accessoires tuning du genre Customorphose, etc. où on avait un gauchissement ici de la jupe latérale. Le pare-choc avant est lui également très spécifique à la version AMG. On a ici donc un pare-choc avec 3 grilles, une grille centrale et 2 grilles latérales. Les grilles sont en aluminium, elles sont très 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 fragiles, elles sont très exposées. Comme l'aluminium est un métal mou, le moindre impact vient les déformer. D'ailleurs régulièrement il faut les reformer à la main pour leur redonner leur galbe. On a également cette courbe saillante ici qui vient un petit peu comme un spoiler en fait finir le pare-choc. Et puis surtout ce qu'on a de typique c'est ce A là en fait là comme ça là, c'est que en fait on a une inclinaison comme ça et ça c'est typique, c'est une signature AMG puisque les Mercedes normales on a plutôt une grille ici en dessous qui est une bouche qui sourit, donc la barre ici va plutôt être comme ça, et sur les AMG c'est le contraire.
on a une inclinaison comme ça vers le haut pyramidale qui fait un peu comme un A. Et en fait, pour caricaturer, une Mercedes normale, ça a une bouche qui sourit, alors qu'une AMG, ça fait un petit peu une bouche pas contente, une bouche méchante. Alors, on a d'autres spécificités. On a bien évidemment les jantes. Ce sont les jantes spécifiques au modèle, avec 5 doubles bâtons. Ici, on a le cache-moyeu central qui est logoté de la marque. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté sur l'auto, puisque d'origine, il y avait une étoile. On a des freins assez énormes. Ils remplissent super bien la jante. Alors là, on a du 17 pouces. On a des étriers de frein ici en 4 pistons qui sont particulièrement bien traités. On peut voir donc qu'ils sont logotés AMG et également qu'ils ont une peinture vraiment cuite au four, gris acier. Donc une peinture cuite au four coordonnée à la teinte qui est vraiment du plus bel effet. Là on est dans le sobre et dans le discret, on n'est pas du tout dans l'étrier rouge ou jaune boum boum je me la raconte façon autre constructeur. Alors on a également les mêmes jantes à l'arrière avec des freins qui sont moins bien dimensionnés. Forcément c'est l'arrière, ça ne nécessite pas d'avoir une grosse puissance de freinage, et on a un traitement qui est beaucoup moins sympa là, qui est conventionnel comme sur toutes les autres classes C. On a une simple cataphorèse qui a été faite sur l'étrier, donc ça c'est pas génial. Et on notera également que les jantes arrière et avant sont pas du tout pareilles en termes de dimension, en termes d'esthétique, c'est le même voile, mais on a en fait des déports très différents. Alors à l'avant, on a du 225 de large, et à l'arrière, on a du 245. Et le déport est très différent puisque le voile déborde légèrement à l'avant. On le voit quand on est comme ça de profil, alors qu'à l'arrière, c'est le contraire. On a en fait un déport qui est assez important ici. En fait, on a toute cette distance-là en plus, et donc le voile de la jante à l'arrière est rentré vers l'intérieur du véhicule. Donc ça fait une petite touche de sportivité également. Ça se voit comme ça quand on est de profil arrière sur la voiture, et c'est franchement pas désagréable à regarder. Alors, concernant l'intérieur de la voiture, alors on peut commencer ici, on a une version break, on peut commencer par le coffre, parce que ce qui est super intéressant, c'est que le coffre est particulièrement bien traité. Alors il y a une ouverture électrique, un petit peu désagréable, parce qu'il y a toujours un petit retard en fait entre le moment où on appuie et le moment où elle se déverrouille. Le coffre est bon, ni grand ni petit, c'est un petit break, c'est une voiture qui est à la fois compacte. Donc le modèle classe C, c'est une voiture assez compacte, c'est pas une voiture très encombrante, elle se gare facilement, et à la fois elle est break. Alors l'inconvénient, c'est que ici on a une forme un peu fastback comme ça, très arrondie, donc dès qu'on veut mettre des objets volumineux dans le coffre, on est coincé puisque le coffre ne ferme pas. Si on met par exemple un meuble qui rentre, qui vient jusqu'à cette hauteur là, on est coincé, donc ça c'est un petit peu un point négatif. Hormis ça, on a un seuil ici en inox qui est vraiment du plus bel effet. Là c'est un surtapis que j'ai fait faire puisque d'origine il n'existe pas de tapis de coffre chez Mercedes malheureusement. On a les deux compartiments ici bagages qui sont sympas. Il y a une prise 12 volts également. Très franchement, je pense que c'est pour une glacière, parce que 12 volts, je vais pas charger mon téléphone dans le coffre ou utiliser aucun autre chargeur, c'est pas possible. On a une finition qui est vraiment bien soignée, où ici on a de la moquette. Et puis là ici sur la petite pulseur là, en fait on vient choper la trousse de secours, le cric, le triangle. On a aussi un volet. Alors là ici on a une option avec le filet pour éviter en cas d'accident ou gros freinage que des bagages rentrent dans l'habitacle. On a le rouleau, le cache-bagages qui est vraiment bien traité. On a une petite surpiqûre bleue qui est vraiment du plus bel effet, et le système d'ouverture est aussi agréable. Il suffit d'appuyer sur ce poussoir au centre et le volet se rentre tout seul. Ça c'est vraiment super. Alors on va continuer le petit tour de l'auto. Ce qu'on peut en dire, c'est que c'est une voiture bien construite, plutôt bien faite, accueillante. On a une belle sellerie avec là encore un rappel AMG avec un gaufrage, une petite impression dite à chaud du cuir.
Les moquettes sont vraiment aussi pas mal. On est dans du robuste, mais vous voyez, ben là, la voiture, elle est de 2001, c'est les tapis d'origine. C'est vrai que l'arrière d'une voiture est assez peu utilisé en général, mais ça a super bien vieilli. Tout ce qui est part plastique, etc., garniture de coffre, ça s'est bien tenu également. Il n'y a pas vraiment de critique à faire. Après, ce sont des sièges assez fermes, hein, c'est typique allemand. À l'avant, on a vraiment de beaux sièges également. Alors, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on a un bon maintien latéral ici. C'est pas du cuir de première qualité, hein, ça. Donc ça reste une classe C, c'est pas du cuir premium, mais c'est du cuir qui est quand même de bonne facture. Ce qui est très sympa, c'est donc d'avoir encore ce gaufrage à l'avant, et puis on a une mixité entre du cuir perforé et du cuir plein, qui est vraiment du plus bel effet. Ça fait un peu penser à ce qu'on avait dans les années 50-60 sur certaines Ferrari. Moi j'aime beaucoup avec ces lignes comme ça qui sont dans l'axe avant-arrière du véhicule, des lignes verticales sur le dossier, c'est vraiment sympa, je trouve ça vraiment beau. Et ensuite à l'intérieur, et ben là en fait on a du grand classique, on a ici encore un rappel AMG sur le tachymètre, gradué jusqu'à 300, c'est du VDO. La typographie est assez sympa également, ça fait assez sportif. Il est gradué, particularité de 30 en 30, et en fait c'est vrai que c'est assez agréable. Là encore, on a un petit rappel avec une tempographie C32 sur le levier de vitesse. Et puis ensuite, c'est du grand classique Mercedes avec le commande, donc qui est le bloc en fait, on va dire multimédia. Et puis ici, on a le panneau de clim qui est aussi relativement standard à la marque. Et ensuite, on va dire tout ce qui est un petit peu optionnel. Donc là, pour le break, on a l'essuie-glace à l'arrière. Là, il y a une vraie déconnexion de l'ESP qui est visualisée par une LED qui est très sympa. Donc condamnation centralisée. Et puis on a les sièges chauffants ici. Et on avait ici en option des anti-soulèvements, des stores arrière électriques certainement pour la berline. Et ensuite on passe à quelque chose d'assez particulier, c'est qu'on a ici un aérateur donc qui balance de l'air frais qu'on peut ici couper ou ouvrir. Et en fait ce qui se passe, c'est que cet aérateur là, quand on le laisse ouvert, l'essentiel de l'air froid s'échappe par là. Donc quand on veut être rafraîchi par la clim, si des personnes qui possèdent ou qui utilisent cette voiture, du moins n'importe quelle classe C qui est équipée de ça, m'écoute, en fait, si vous voulez vous avoir de l'air frais sur vous, être un peu rafraîchi quand il fait chaud, l'idéal c'est de fermer cet aérateur là, parce qu'en fait du coup ce qui se passe, c'est que le débit d'air frais va être redistribué dans les aérateurs ici au centre ou sur les côtés, ou tout simplement même au pare-brise, et celui-ci a un flux essentiellement dirigé vers le haut, et en fait il monopolise la fraîcheur. Alors après, il y a autre chose, donc on a les cendriers classiques. Ici, on a un petit vide-poche qui, lui, a mal vieilli par contre, puisque là, il a été entoilé, mais à l'origine, je pense que ce sont des sortes de lamelles qui ont toutes sauté. Donc là, il y a une sorte de toile pour pallier à ça. Et c'est bloqué. C'est pas grave, c'est bloqué parce que j'ai mis trop de choses dedans. La boîte à gants est relativement volumineuse. On a la chance d'avoir ici, pas très visible, une prise de jack pour balancer du son dans le commande. Et on a le changeur CD qui franchement sert quasiment plus de nos jours. On peut aussi, douce attention, ranger un petit stylo avec les petits crochets qui sont là. Ça c'est sympa. Les vides-poches sont assez grands dans les portières. Mais la critique que j'aurais à faire sur ces vides-poches là, c'est tout simplement que en fait on a le fond qui est en plastique rigide. Donc ça c'est vraiment pas une bonne idée, parce que dès qu'on laisse par exemple un trousseau de clés, en fait ça fait du bruit. Donc une des modifs à faire dans le futur, c'est de mettre une petite bande de cuir collée, ou un petit cartonnage gainé de cuir collé, ou tout simplement un petit morceau de moquette, comme ça se fait dans beaucoup de voitures où il y a de la moquette dans le bac de la portière. Alors le siège est un réglage semi-électrique ici, c'est-à-dire qu'on a ici les réglages de l'assise et du dossier.
mais l'avance-recul du siège se fait avec le levier traditionnel et du coup il n'y a pas de mémoire. Alors elle existe cette voiture en option avec les sièges full électriques à mémoire, et celle-ci, à l'originalité, c'est qu'elle n'a pas de toit ouvrant en fait en verre, parce que les C32 AMG en fait ont toutes un toit ouvrant panoramique pour le marché français, mais celle-ci vient d'Italie, et donc j'y viendrai après, on va y revenir. Alors je vais ouvrir le capot. Alors voici le compartiment moteur. Alors on est dans du grand classique Mercedes en termes d'architecture, avec des éléments qui ont leur place habituelle. Le vase d'expansion est ici, le bloc ABS ESP est ici, et puis on a ce moteur en ligne avec 2 rangées de cylindres, et le compresseur ici est au milieu. Alors ce qu'on peut dire, c'est que donc quand on enlève ce capot ici, qui est fixé, pas super bien fixé, il suffit de tirer dessus pour l'enlever. On a ici en fait la poulie du compresseur qui est là, avec une courroie, petite modif que les amateurs de forte puissance font rapidement, c'est-à-dire qu'on enlève la poulie, on en met une plus petite, le compresseur tourne plus vite à iso-régime moteur, et du coup il envoie plus d'air et la voiture gagne quelques dizaines de chevaux. Donc personnellement je fais pas du tout ça, parce que je trouve qu'elle est déjà assez puissante avec 354 chevaux, et en plus je souhaite rester dans la légalité, mais donc voilà où ça se situe. Alors le roulement de cette poulie, il y a un embrayage sur la poulie pour déconnecter le compresseur à loisir en fonction du pilotage de l'électronique. Cette poulie, elle a un roulement qui a tendance à régulièrement faire de la bruyance, donc il faut le changer. Il a déjà été changé 2 fois, et la voiture au moins 2 fois, parce que je l'ai changé une fois et le propriétaire avant moi l'avait changé juste avant que je l'achète, et elle a 150 000 km, donc c'est quelque chose qui se fait quand même relativement régulièrement. Ce qu'on peut aussi noter, c'est que la batterie est ici, et il y a le filtre d'habitacle, le filtre à pollen qui est juste au-dessus, et donc la batterie est particulièrement peu accessible à cause de ça, et que la boîte à air du filtre d'habitacle est particulièrement pénible à enlever et à remettre, puisque les petits crochets qui sont là, les sauterelles, celle-ci on l'enlève bien, celle-ci pas très bien, et celle-ci c'est un enfer de l'enlever avec ce joint ici qui passe sur le côté. Donc voilà, ça c'est la critique également en termes d'archi. J'aurais préféré que la batterie soit pas à l'avant, soit plutôt typiquement comme sur beaucoup d'autres Mercedes à l'arrière pour équilibrer les masses, et que ici on dégage de l'espace pour avoir éventuellement un filtre à pollen beaucoup plus accessible et plus facile à changer. Voilà, en termes ensuite de moteur, ce qu'on peut aussi voir, c'est qu'on a une admission dynamique ici avec l'entrée d'air ici côté conducteur et ici côté passager. Chacune alimente donc les filtres à air donc ça c'est aussi quelque chose d'intéressant. Il y a une admission dynamique. On a également ici, typique Mercedes, on a le filtre à huile qui est donc très très accessible quand on veut le changer. On lave-glace, recharge de clim. Et le capot, délicate attention, est aussi monté avec des vérins qui sont qui offrent une belle finition. C'est toujours sympa de ne pas avoir une barre. Et donc si on veut lever le capot davantage, on appuie sur le petit bouton rouge ici, et on peut ouvrir le capot beaucoup plus. Il faut être à 2 de chaque côté pour le faire. Alors ça c'est une petite modif que j'ai rajouté. Du coup, comme le chargement de la batterie est très 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 pénible, j'ai rajouté un petit bout de faisceau CTEC pour un chargeur CTEC, et de cette manière il me suffit d'enlever ici le petit cache, voilà, comme ça, et je branche mon chargeur sans avoir à enlever la batterie, puisque c'est un chargeur, les chargeurs CTEC sont des chargeurs, il n'y a pas besoin de débrancher la batterie du reste du véhicule. Il est capable de charger la batterie branchée. Et alors ça m'a surpris beaucoup au début, je m'étais dit ça va griller tous les calculateurs. En fait non, pas du tout, ça se passe très bien. C'est pas une charge qui met 30 volts ou je ne sais combien de volts, c'est quelque chose d'adapté pour. Et ça détecte également s'il y a une inversion de polarité. Imaginons, là c'est pas possible parce que le connecteur évidemment a des trompeurs, mais dans le cas où j'inverserais plus et moins avec les pinces crocodiles, le chargeur le détecte tout de suite et coupe. Donc ça c'est pas mal, et ce chargeur là est aussi capable de régénérer les batteries. Bon, je ne crois pas spécialement des masses, mais
C'est l'argument de ce genre d'objet. Alors, on va revenir au côté italien de la chose. Alors bon, déjà, c'est vrai que c'est sympa d'avoir un toit vitré. L'inconvénient sur une voiture très sportive, c'est clairement d'avoir de la masse en hauteur, donc c'est pas super pour le comportement. Et j'aurais préféré l'avoir pour être très franc, mais là, cette voiture vient d'Italie. En Italie, c'est pas de série sur la C32 AMG. Parce que tout simplement l'importateur italien n'a pas jugé que c'était utile pour se positionner par rapport à la concurrence de l'époque, donc il en a pas mis. Et aussi pour gagner un petit peu de sous, j'imagine. Donc elle vient d'Italie parce qu'en fait trouver une C32 AMG aujourd'hui sur le marché qui n'ait pas de corrosion, c'est mission impossible ou un enfer ou les deux. Alors moi j'en ai vu plusieurs avant de l'acheter, hein, donc je l'ai depuis, ça va faire 5 ans que j'ai la voiture. J'en ai vu beaucoup avant de trouver celle-là. Et elles sont toutes pourries à différents endroits. Alors c'est assez dingue parce que c'est des voitures qui sont pas si vieilles que ça. Alors, bon, quand on trouve en général une voiture qui a l'air saine comme ça, souvent ici ça commence. Donc derrière ce cache là, ici, il y a un petit... en fait, il y a une petite agrafe avec un trou dans la tôle. Et souvent, si ça a été enlevé et remis, ben, au niveau de l'épaisseur de la tôle, simplement mon usine en emboîtant le cache, ça fait sauter un petit peu la peinture et puis du coup il y a une amorce de corrosion qui se propage ici. Ça c'est le premier cas de figure. Donc du coup ça va commencer à se voir là, puis là. Et ensuite il y a un deuxième problème de conception, c'est que le pare-boue ici qui est moquetté d'ailleurs hein, pour l'insonorisation, donc c'est aussi quelque chose de pas mal ça. En fait au lieu de revenir devant la tôle, il revient derrière avec un espace. Donc là où je mets mes doigts, en fait ça se remplit de boue. Donc là quand c'est comme ça, la corrosion... donc la boue devient de la terre, en séchant elle se remplit, et la corrosion commence là. Donc vous avez deux phénomènes, et donc à un moment donné ça se rejoint, tout pourri, ça gagne, parce que là aussi en dessous il y a un peu de rétention, parce que le pare-boue là par contre, il revient juste avant, donc l'eau peut pas s'éliminer, et donc du coup là en dessous de mon doigt il y a un U, et en fait il y a une rétention également de boue à cet endroit, donc tout le tour d'aile finit par pourrir. Alors à l'avant, on s'est épargné la plupart du temps, en général, ils sont tout le temps épargnés à l'avant. Et vous avez également, en fait, tous les bas de porte qui pourrissent. Donc c'est quelque chose à surveiller si vous prévoyez d'acheter, si c'est un modèle qui vous intéresse. C'est que les bas de porte, en particulier avant, pourrissent beaucoup. Et ça se resitue dans le contexte, puisque à la fin des années 90, début des années 2000, jusqu'au milieu des années 2000 en fait, hein, jusque 2005, Mercedes a commencé à vouloir faire des économies de bout de chandelle, à vouloir vivre sur sa réputation. Et à cette époque-là, ils garantissaient les voitures 30 ans anti-corrosion. Alors autant vous dire que les garanties 30 ans anti-corrosion, on peut s'asseoir dessus. Même en ayant fait tout l'entretien dans le réseau, etc., ils n'ont jamais honoré leur garantie. Certaines personnes les ont traînées en justice et au dernier moment, ils se sont évidemment remanifestés auprès de ces personnes-là et puis ont demandé d'annuler les procédures, moyennant finance, arrangement financier, réparation de la voiture gratuitement et blablabla, blablabla, et surtout de ne pas divulguer aucune information. Donc voilà comment ça s'est toujours terminé. Les personnes aisées qui sont capables de démarrer un procès ont toutes abouti au bout sans spécialement qu'il y en ait des échos. Et donc ce qui se passe, c'est que à cette époque-là, pour gagner quelques centimes d'euros, en fait, au moment où en fait on construit une portière, on a ici ce qu'on appelle la peau, donc c'est la tôle extérieure, et puis là on a la doublure. C'est cette partie-ci qu'on voit là, donc c'est la tôle qui est à l'intérieur de la portière. Et donc quand on marie les deux, hein, ici on le voit, ici la tôle est pincée, donc la peau revient sur la doublure, il y a un pincement. Donc ce qu'on fait normalement, de manière traditionnelle, ce sont des règles métiers, c'est quelque chose qui est normalement immuable chez un constructeur. On remplit sur toute la longueur d'un cordon de colle. Alors c'est une colle qui ressemble un peu à un mastic, un peu comme on pourrait avoir dans les mastiques sanitaires de salle de bain, là, silicone, etc. Ça ressemble à ça. C'est un mastic qui peut être peint d'ailleurs. Et là, en fait, ils l'ont pas fait. Non, mais ils se sont dit c'est tellement bien, on va gratter 1 centime par porte et comme ça on sera un petit peu plus riche, on va augmenter certainement les dividendes des actionnaires. J'imagine qu'il y avait des pressions financières de ce genre là et donc ils se sont mis à faire des voitures un petit peu de merde à cette époque là. Donc vous avez les bas de porte qui ont une fâcheuse tendance à pourrir, donc ça c'est à surveiller. Alors celle-ci elle a été traitée à la cire corps creux. Alors ça consiste à, ici vous avez les orifices donc qui permettent l'évacuation de l'eau des portières.
Et en fait, quand on traite au corps creux, on insère ici un petit diffuseur et on balance sous pression avec un compresseur à air ou un vaporisateur. On balance en fait un spray de cire qui va aller dans toute la portière. Enfin, il va pas aller jusqu'en haut, il va rester dans le bas. Et ça permet en fait de remplir, en fait, de faire office, de remplacer ce joint et que cette cire sèche après. Et enfin, elle s'épaissit et elle remplit, elle remplit les interstices entre les tôles et ça permet d'éviter les rétentions d'eau dans le futur. Alors, moi, donc cette voiture, elle a vu le sel, elle a vu la pluie, elle a vu la neige, la boue, puisque j'ai roulé avec. C'est ma voiture principale, donc je roule avec, pas tous les jours, parce que j'ai pas besoin de ma voiture tous les jours du tout, mais je roule avec le week-end et pour mes déplacements professionnels une fois par mois. Et donc, malgré le fait qu'elle ait été très saine quand je l'ai achetée, et malgré le soin que j'en prends, notamment de bien, lors du lavage, toujours avec la buse ou le jet d'eau, en fait, tout simplement balancer de l'eau ici à l'intérieur vers le repli de tôle pour évacuer ces boues au maximum. Malgré ça, en fait, là, de ce côté, elle commence très légèrement à corroder. Alors ici, il n'y a rien, mais là, ça commence très légèrement à le faire. Donc, il faudra traiter ça prochainement, mais ça, c'est pas très grave. Pour l'instant, c'est pas grave. Voilà ce que j'avais à vous dire de cette voiture. Alors, elle est très plaisante à conduire, mais ça, on va peut-être en parler plus tard dans la partie essai routier. Donc voilà, je vous dis à très vite pour l'essai routier.